Jean-Noël Barrot, pour encore le citer, pour terminer avec lui, il explique que c'est devant un tribunal que ces documents devraient figurer et non pas sur les réseaux. Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi ? Parce que sur les réseaux, les gens ne sont pas capables de comprendre, monsieur le ministre ? C'est ça ? Les gens sont idiots, il faut leur cacher des choses, ils sont pas assez éduqués, c'est ça l'idée ? Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, vous continuez de décrypter les rebondissements de l'affaire Epstein. Et hier, on apprenait qu'un ancien diplomate français à l'ONU, Fabrice Haïdan, avait échangé des mails avec Epstein, à qui il a fait bénéficier des informations diplomatiques, des services et un certain réseau à l'international. Régis, ma question est simple. Est-ce que dans ces circonstances, comme le dit Emmanuel Macron, l'affaire reste toujours et surtout américaine ? Je crois que c'était vraiment... C'était une parole malheureuse d'Emmanuel Macron. Il y a évidemment un volet américain dans cette affaire gigantesque qui est énorme. Les rapports entre Epstein et Trump, par exemple, les rapports, ensuite l'appartement d'Epstein à New York, sa villa à Palm Beach, qui est le cœur de l'affaire à la base, la structure de l'exploitation pédophile de jeunes filles, etc., c'est les États-Unis. Et puis, évidemment, son île dans les îles Vierges américaines, donc possession américaine, dans les Caraïbes. Donc, le volet américain est énorme. Mais quand Emmanuel Macron évacue, on sent une certaine... évacue le problème en disant c'est une affaire surtout américaine. Il faut voir ce qu'il y a dans le surtout. Parce que plus ça va, et plus les victimes, d'ailleurs elles-mêmes, réclament de la part du gouvernement français l'ouverture d'enquêtes, notamment sur l'usage de l'appartement parisien d'Epstein. On sait qu'il y a eu une descente en septembre 2019, une perquisition à cet appartement, sur lesquelles les policiers français ont mis la main sur des données informatiques en particulier, des données informatiques qui concernaient d'ailleurs tous les emails d'Epstein qu'on découvre en ce moment concernant la France, sauf que c'est resté dans les mains de la justice française, et puis voilà, basta, il n'y a pas de suite. Alors, avec l'affaire Fabrice Haïdan, on est face à un autre problème, c'est de la corruption de fonctionnaires. Il est effectivement détaché par la France aux Nations Unies à New York en 2006, et il va devenir un des proches collaborateurs de Terje Rod-Larsen, qui est l'envoyé spécial auprès du secrétariat général de l'ONU, qui est un des personnages, avec Mona Joule, qui est sa femme, qui ont négocié, par exemple, c'est pas un diplomate, c'est pas un tout petit diplomate, hein, qui ont négocié les accords d'Oslo en 1990 entre Israël et la Palestine. Donc voilà, et donc Fabrice Haïdan va servir un petit peu de petite main, véritablement, arrangeant tout pour ces deux diplomates quand il est à leur service, on va dire, à l'ONU. Et ce dont on va se rendre compte, et ce que révèlent les documents publiés vendredi dernier par le ministère de la Justice américaine, c'est que il a communiqué un certain nombre de documents, de rapports de l'ONU directement à Jeffrey Epstein. Donc alors lui, précisons quand même que, par la voix de son avocat, réfute toutes ces allégations. Mais bon, elles ne sont pas sorties comme ça. Jean-Noël Barrot s'est saisi de la justice, donc ministre des Affaires étrangères actuellement. Donc voilà, donc c'est on va dire que l'affaire qu'Emmanuel Macron qualifiait de surtout américaine, à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés, évidemment Jack Lang est un gros morceau aussi dans l'histoire, devient quand même un peu française. Gérald Haro, alors représentant permanent de la France aux États-Unis, a confirmé avoir été informé que le FBI enquêtait à l'époque sur M. Haïdan pour des faits de consultation de sites pédopornographiques. Oui, c'est intéressant. C'est pas le fait qu'il dévoile ou qu'il, on va dire, met des documents confidentiels dans les mains d'Epstein. C'est le fait que lui-même consulte des sites pornographiques, pédopornographiques. C'est une alerte du FBI qui va forcer le Quai d'Orsay
à le rapatrier. En particulier, son représentant à l'époque, enfin celui qui est son N+1, qui va renvoyer, on va dire, Fabrice Heidan en France. Et donc là, voilà, ce que dit, je le cite, ce que dit Gérard Haro, il dit qu'il a été informé donc, par le service de sécurité que le FBI, des Nations Unies, que le FBI avait transféré un rapport disant que Fabrice Heidan avait accédé à des sites pédopornographiques, un rapport qui faisait état de listes de consultations, les horaires, les jours, les consultations répétées, voilà. Et ce que dit, pour se défendre Gérard Haro, j'ai tout de suite appelé Paris et ordonné le renvoi de Fabrice Heidan en France. Il n'a pas été exfiltré, il a été renvoyé en France pour être traité à la fois légalement, psychologiquement, par le ministère des Affaires étrangères. Mais Régis, une fois en France, est-ce que l'affaire a été poussée ? Il semble que non. J'écoutais Gérard Haro expliquer les suites et avoir constaté qu'il a revu Fabrice Heidan plus tard sur le territoire français et que celui-ci a agi comme si de rien n'était. Comme si cette affaire n'avait pas eu lieu. C'est Gérard Haro qui dit ça, c'est pas moi. Et donc, continuant à penser qu'il pouvait, on va dire, jouir d'une certaine impunité et que c'était pas très très grave ce qu'il avait fait. Est-ce que vous estimez que la France et le Quai d'Orsay ont tenté d'étouffer cette affaire ? Je pense qu'il y a eu une gêne, évidemment, quand un service comme le FBI détecte le comportement de votre représentant, d'un de vos représentants aux Nations Unies, présent sur le territoire américain pour des faits tels que ceux décrits. Il y a évidemment une énorme gêne. Simplement, il aurait fallu que l'intéressé soit, on va dire, véritablement sanctionné. En réalité, il est toujours détaché, il est en disponibilité du Quai d'Orsay actuellement. Et il travaille à la communication internationale du groupe Engie. Il n'a pas vraiment été sanctionné pour ça. On lui a trouvé autre chose, ou lui-même, je crois qu'il a d'ailleurs travaillé pour une banque à un moment. Donc en fait, finalement, il a été recyclé et rien ne s'est vraiment passé. Et c'est ça aussi une part du scandale, cette manière d'étouffer, que non seulement il y a une sorte d'inceste total dans ces milieux où on passe des informations à des individus dont on ne maîtrise rien, comme Jeffrey Epstein par exemple, qui manipule ses interlocuteurs, qui est capable de les faire chanter. Epstein, en fait, sert de courroie de transmission à beaucoup de ces gens-là, sert d'arrangement et ensuite les fait chanter. Donc toute cette espèce de mélasse, on va dire, odieuse, sans que ça ait lieu. C'est-à-dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chez Fabrice Heidan, il y a consultation de sites pédopornographiques, mais ce n'est pas Jeffrey Epstein qui lui propose ça. Ce n'est pas Jeffrey Epstein qui lui propose des filles mineures. On n'est pas dans ce... Voilà. Donc, l'activité principale de Jeffrey Epstein, c'est de s'immiscer dans le monde des puissants et finalement d'avoir recours à des gens pour accéder à d'autres personnes, etc., faire des deals, faire de l'argent et évidemment des renvois d'ascenseurs en permanence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi cette information qui est donnée par Mediapart, qui cite un porte-parole du Quai d'Orsay, qui explique qu'aucune charge n'a été retenue par la justice américaine à l'époque contre Fabrice Heidan, et aucune sanction n'a été envisagée en France. Et le Quai d'Orsay, face à ces informations, n'a pas donné suite, sauf les informations données par Jean-Noël Barrot, qui se saisit, qui entame une procédure pour que les faits soient vérifiés. Voilà. Donc, tout en se disant effaré. Donc, on est quand même dans un paradoxe. C'est que on ne sait pas... Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que maintenant... En particulier sur le volet Jack Lang, les langues se délient. On a appris là que tout le monde était au courant sur le fait qu'il ne payait jamais aucune note. Pierre Lescure a expliqué qu'ils avaient fini par arrêter de l'inviter
au Festival de Cannes, pourtant en tant qu'ancien ministre de la Culture, il y avait droit, parce que il ne payait pas ses notes d'hôtel, qu'il ne payait pas ses notes de restaurant. Enfin bref, on apprend un petit peu le comportement et la nature véritable de Jack Lang. Tout ça était caché, on ne pouvait pas parler de Jack Lang avant. Et on a entendu quand même un certain nombre, notamment d'anciens du renseignement ou d'anciens du Quai d'Orsay, avec qui nous sommes en contact chez Omerta, qui nous disent qu'ils ont vu passer ces choses-là, en s'imaginant que ça allait donner des suites. Et en fait, il n'y avait jamais de suite. Donc voilà, là je crois qu'on est sur un cas chimiquement pur d'étouffement d'affaires, avec, en effet, qui vient contredire ce qu'expliquait Emmanuel Macron sur le caractère surtout américain de cette affaire. Et je pense que avec les avocats de victimes et avec un certain nombre d'autres acteurs, il devrait y avoir naturellement, surtout si les choses continuent à s'accumuler, parce que, regardez, nous, on est là, on a commencé à analyser, à regarder, à scruter ces dossiers et l'impact qu'ils ont. Il y a une semaine environ, peut-être lundi, il y aura encore un nouveau... D'ailleurs, Jean-Noël Barrot a avoué ne pas évacuer le fait qu'il y a peut-être d'autres diplomates qui seront compromis. Donc il y a peut-être d'autres choses, diplomates français. Il y a également, et ça ce sont des parlementaires américains qui ont consulté les dossiers et qui ont remarqué que 6 noms avaient été caviardés, noms d'importance avec lesquels Jeffrey Epstein entretient une conversation assez abondante. Aux États-Unis, quand un nom a été enlevé, c'est le rapport entre la justice et les avocats de ces personnes. Maintenant, beaucoup de parlementaires américains, il y en a un en particulier qui est très incisif là-dessus, entendent bien enlever les noms. D'ailleurs, parfois, le nom de Donald Trump a été enlevé aussi. Il apparaît des milliers de fois, hein. Mais ce qui est tout à fait normal pour la période, on va dire 85-2007. Parce qu'il était en contact vraiment avec Jeffrey Epstein, ils étaient amis. Même si Trump a ensuite prévenu la police de ses agissements, ils ont été amis. Donc est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites par l'intermédiaire d'une intervention directement des équipes Trump dans cette histoire? On va voir ça. Et surtout, je vous dis, il y a 6 noms qui reviennent et sur lesquels un certain nombre de parlementaires américains demandent la levée de l'anonymat pour la compréhension meilleure, pour une compréhension meilleure des dossiers. Et est-ce que ça va se faire? Et si ça se fait, quelles vont en être les conséquences? Pour le moment, on peut rien dire. Mais en tout cas, c'est on va dire, une machine, ces dossiers Epstein, qui tous les jours nous font réaliser, on n'a pas besoin de complot, hein. Ce qui est assez terrible, c'est que je vois qu'un des axes de défense, d'ailleurs je ne comprends pas vraiment pourquoi utiliser en disant ça va nourrir le complotisme. Nourrir quoi? Si complot il y a eu, il est bien par ces gens-là qui ont tout fait pour cacher ces agissements. Maintenant qu'ils sont visibles pour tout le monde. Alors oui, je vois certains dire oui, les gens ne sont pas capables, il faut des journalistes. Enfin, c'est les mêmes journalistes qui leur ont dit pendant 40 ans que tout ça c'était faux. Donc tout ce qu'on découvre, une partie de ce qu'on découvre aujourd'hui, était censé ne pas avoir existé. Et aujourd'hui, on va demander aux mêmes journalistes d'analyser ce qui sort pour les gens, parce que les gens ne sont pas capables de comprendre. Jean-Noël Barrot, pour encore le citer, pour terminer avec lui, il explique que c'est devant un tribunal que ces documents devraient figurer et non pas sur les réseaux. Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi? Parce que sur les réseaux, les gens ne sont pas capables de comprendre, monsieur le ministre? C'est ça? Les gens sont idiots, il faut leur cacher des choses, ils sont pas assez éduqués, c'est ça l'idée? Non, et puis vous avez Sophia Aram, inénarrable aujourd'hui, qui nous dit, voilà, comme Patrick Cohen, que ça alimente la sphère des complotistes. Non, ça alimente pas la sphère des complotistes, ça révèle une réalité qui a été les agissements d'une partie, d'une élite mondialisée, une partie, je dis bien, pendant des décennies. Voilà ce que ça révèle.
Et ensuite, après, évidemment, il y aura des fakes, il y a déjà eu des fakes qui ont été faits, des gens qui utilisent ça pour politiquement atteindre leurs ennemis. Donc, il y a peut-être, oui, à ce moment-là, un tri à faire, mais laisser les gens regarder et laisser les gens découvrir cette sphère qui les a dominés, qui les a méprisés aussi, parce qu'il faut voir le ton, il faut voir aussi l'attitude de Jeffrey Epstein et de certaines personnes pour qui le commun des mortels n'existe pas. Il y a aussi une conscience de classe à qui se permet de vivre finalement dans une sphère. Les petites gens là-dedans, ils sont très loin. Ils sont relégués au bas de l'échelle. Donc voilà, je pense qu'on n'en a pas fini et je pense qu'on refera, Aïcha, d'autres entretiens comme ça, peut-être dès le début de la semaine prochaine. Régis, de nombreux titres de presse mettent en exergue le volet russe de l'affaire Epstein. Comment l'analysez-vous ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les titres de presse, j'en citais deux par exemple, Le Point ou Le Parisien, qui sont directement propriétaires de milliardaires français très proches du pouvoir. Il faut regarder les choses en face. Donc on sent quand même qu'il y a une sorte de mot d'ordre général de dire essayez de faire ce que vous pouvez pour raccrocher Epstein aux Russes, parce que c'est la solution évidente, et puis ça montrera aussi qu'ils veulent nous nuire, comme déjà ils nous attaquent de façon cyber et qu'ils ont promis finalement de nous envahir. Voilà, comme le dit Emmanuel Macron, il faut se préparer, etc. Donc dans cette histoire, l'idée est d'utiliser l'affaire Epstein pour caractériser à nouveau auprès du public le danger russe. En réalité, ce qu'on remarque, c'est que Jeffrey Epstein, agent du FSB, il y a des tentatives, comme le fait Epstein avec d'autres pays, le Qatar, les Émirats, l'Inde, de s'approcher du monde russe. S'il prend un pied-à-terre à Paris, c'est pour le Moyen-Orient et aussi pour la Russie. Son appartement du 22 avenue Foch sert à ça. C'est pour étendre son assise financière, pour développer son business, qu'il s'installe à Paris au début des années 2000. Donc il y a une volonté. En réalité, ce qu'on remarque, c'est que où il n'y arrive pas, il tente d'approcher. Il y a un personnage, qui est Kirill Dmitriev, dans l'entourage de Poutine, qui se trouve dans les dossiers. Poutine n'y est jamais. Ce qui ne veut pas dire que les Russes ne tentent pas de s'intéresser à Epstein. Ce serait intéressant d'avoir le dossier Epstein du FSB, je pense. Si les Russes le rendent public un jour, on verra. Mais disons que autant Epstein s'est rapproché de certains services, le Mossad, la CIA, etc., autant avec les Russes, c'est moins caractérisé. Voilà. Il y a aussi cet épisode où il fait pression auprès de Peter Mandelson pour obtenir rapidement, parce qu'il veut partir à Moscou, un visa. Je ne suis personnellement pas sûr qu'un agent du FSB ait besoin d'un homme politique britannique siégeant à la Chambre des Lords pour obtenir un visa pour aller en Russie. Voilà, déjà, ce genre de choses me paraît quand même très suspect. Mais on sent que même s'il y a des éléments qui montrent qu'Epstein s'est intéressé à la Russie, ça reste quand même très secondaire par rapport à d'autres centres d'intérêt, comme la France par exemple, comme les pays du Golfe, qui étaient beaucoup plus dans la sphère de Jeffrey Epstein. Régis, estimez-vous, comme la presse anglo-saxonne, la presse britannique, qu'il s'agit avec cette affaire Epstein du plus gros scandale du XXIe siècle ? Oui, absolument. Oui, je pense, parce que c'est en plus un scandale au compte-gouttes. C'est-à-dire, toutes les semaines, il va y avoir des nouvelles révélations. Il reste aussi environ 2,5 millions de documents qui n'ont pas été encore publiés. Que contiennent-ils ? Est-ce que là, ça va mettre en danger, par exemple, la défense
compris certains personnages par rapport à ça, leur axe de défense. S'il y a d'autres informations qui viennent affirmer ou infirmer ce qu'ils ont dit, ça va être quand même... tout ça se fait à petit feu, comme je dis, au compte-gouttes. La plus grande opération, oui, parce que je crois, à ma connaissance, qu'aucun personnage n'avait réussi à se placer au centre de cette galaxie politico-économico-financière liée aux services de renseignement, liée à tout un tas de choses, plus les activités pédopornographiques et pédocriminelles, qui était le monde de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell. N'oublions pas que la complicité des deux est essentielle. Ensuite, après, ils ont ce qu'on appelle des rabatteurs, Jean-Luc Brunel et d'autres, qui leur ramènent des enfants ou des jeunes filles. Donc il y a ces deux aspects, et qu'un personnage aussi sulfureux, dont visiblement on connaissait, je relate cette anecdote, mais quand Bruno Le Maire, quand il tente de se rapprocher de Bruno Le Maire en utilisant Olivier Colomb, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, ça se passe à Moscou, ça se passe à New York. Bruno Le Maire se rend dans l'appartement d'Epstein sans savoir que c'est l'appartement d'Epstein, et Bruno Le Maire est ministre de l'économie à l'époque. Et il est en contact, il y a des financiers, des gens de Wall Street qui sont là, des acteurs du monde économique américain, et quand il voit Jeffrey Epstein parmi eux, Bruno Le Maire décide prudemment de partir. Donc il sait, voilà, rien que ça nous prouve que être associé de près ou de loin, après notamment sa condamnation et sa mise au fichier des délinquants sexuels en 2008, être associé à Jeffrey Epstein, c'est sulfureux. Et certaines personnes le savent, et certaines personnes décident de s'en écarter. Certaines personnes décident de le dénoncer, c'est ce qu'a fait Donald Trump en 2007, à propos justement du comportement d'Epstein, des enfants. Et il dit d'ailleurs, Donald Trump, il dit « Faites surtout attention, la pire, c'est Ghislaine Maxwell ». Voilà, ce qu'il dit aux policiers du comté de Palm Beach. Et donc, ça, c'est avéré. Donc, en fait, ce qui est incroyable avec Epstein, c'est qu'il arrive, en dépit de sa condamnation, jusqu'en 2019, au moment de son arrestation, c'est-à-dire pendant plus de 10 ans, à continuer parce que ce dont on parle, c'est des affaires, par exemple, sur l'histoire de Fabrice Heydan, ce sont des affaires liées à l'ONU qui datent de 2007, qui datent d'après sa condamnation. Donc, en fait, il continue à figurer au top, malgré sa condamnation. Sa relation avec Ehud Barak, par exemple, absolument incroyable. Les histoires de Mendelssohn, les histoires du prince Andrew. Quelqu'un me disait, au moment où on parle là, il n'y a toujours pas d'information judiciaire contre le prince Andrew. Toujours pas. Le roi Charles III a été interpellé par des Britanniques dans la rue lors d'une de ses apparitions. Il a promis de mettre tout à son service de se mettre à disposition de la justice contre son frère dans ce cas. Mais il n'y a pas d'instruction actuellement contre le prince Andrew, ce qui est complètement incroyable. Incroyable. Donc là aussi, les retards à l'allumage, quand il y a des plaintes contre... on imagine le calvaire de toutes les victimes qui ont réussi, in fine, en 2006, à faire condamner Epstein. C'est incroyable. Victoria Guthrie, par exemple, des gens à qui... parce que Epstein corrompait tout le monde autour de lui. Les juges, les avocats, les policiers. Et quand des policiers prenaient l'enquête, ils étaient eux-mêmes menacés par d'autres policiers. C'est comme ça que ça se passait. Donc, ce qui est incroyable, c'est que ce personnage, pendant 11 ans, après sa condamnation, parvient à rester... qu'est-ce que je dis ? Il est condamné en 2006, fiché des délinquants sexuels en 2008 et arrêté en 2009. Oui, en 2019, donc 11 ans. Pendant 11 ans, il arrive à se maintenir. C'est fabuleux. Affaire à suivre, Régis. Absolument.